1968, Mary Bell était une jeune Anglaise de seulement 10 ans. Malheureusement, elle va s'en prendre à deux jeunes enfants de 2 et 4 ans, ce qui va faire d'elle une des plus jeunes tueuses en série. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Mary Bell et ses victimes, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une histoire dont j'avais très envie de vous parler. C'est une histoire qui est très dure, mais vous allez voir aussi qu'elle est très touchante. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous. Mary Flora Bell est née le 26 mai 1957 en Angleterre dans la ville de Newcastle. Sa maman s'appelait Betty McCricket et elle était une travailleuse du sexe de 16 ans. Betty n'avait jamais voulu tomber enceinte, c'était un réel accident. Et d'ailleurs, quand elle avait été voir le docteur, elle lui avait même dit « Enlevez-moi ce truc » tellement elle n'avait vraiment pas envie d'avoir un enfant. Mais bon, malgré tout, Betty avait finalement accouché et Mary était venue au monde. Malheureusement, sa mère était très absente et elle n'avait aucune figure paternelle vu que Betty elle-même ne savait pas qui était le père. Mais voilà, quelques temps après la naissance de Mary, sa maman Betty va se mettre en couple avec un certain Billy Bell qui va reconnaître Mary comme étant sa fille, même si c'est pas vraiment le cas, il va quand même la reconnaître et donc c'est pour ça que Mary va avoir son nom de famille, donc Mary Bell. Mais bon, il faut savoir que Billy était un très gros criminel et il restera pas très longtemps dans la vie de Mary parce qu'il va être enfermé en prison pour un vol à main armée. Comme vous pouvez le voir, Mary n'a pas eu un début de vie facile. Sa maman Betty ne voulait vraiment pas d'elle et c'est donc la sœur de Betty, donc la tante de Mary, qui s'est occupée d'elle toute sa vie. Un jour, Betty avait essayé de donner sa fille Mary à une inconnue après l'avoir entendu dire qu'elle avait essayé d'adopter sans jamais y arriver. Quand la sœur de Betty avait entendu ça, elle a vraiment été très indignée et elle lui a dit « Écoute, donne-moi Mary, moi je vais m'en occuper, mais la donne pas à une inconnue. » Donc Mary a grandi en grande partie chez sa tante et sa mère, elle, venait de temps en temps, mais sinon elle partait à Glasgow pour le travail. Par contre, quand Betty était là, elle passait vraiment son temps à s'acharner sur Mary. C'était vraiment son souffre-douleur, son bouc émissaire à tout. Dès qu'elle était énervée, elle la frappait. Mais c'est pas tout, Betty a comme semblé vouloir se débarrasser de sa fille à plusieurs reprises. En fait, elle disait que Mary était une enfant maladroite. Un jour, elle avait avalé accidentellement toute une boîte de somnifères, ce qui lui avait fait faire une overdose. Un autre jour, elle était tombée d'une fenêtre alors que sa maman avait le dos tourné. Suite à sa chute, Mary avait été emmenée aux urgences et on avait vu qu'elle avait de très graves lésions cérébrales. Le cortex préfrontal de son cerveau, donc la zone qui est liée aux activités contrôlées et à la capacité de prise de décision, avait en fait été endommagé. Donc vous allez voir que ça va sans doute jouer sur les prochains événements. Mis à part ça, il y a comme deux analyses qu'on peut faire par rapport au comportement de la maman, donc Betty. Soit elle essayait bel et bien de tuer sa fille, soit elle faisait ça en fait pour qu'on s'inquiète pour elle. Il y a des mamans qui ont ce genre de trouble où elles cherchent toujours des maladies à leurs enfants pour que les gens puissent s'inquiéter, mais surtout pour elles-mêmes. C'est une sorte de recherche d'attention. Donc on peut se dire peut-être qu'elle faisait en sorte que sa fille aille mal très souvent pour que des gens s'inquiètent pour elle-même. D'ailleurs, c'est un syndrome assez connu qui s'appelle le syndrome de Munchausen. En tout cas, on peut dire que Betty n'était pas du tout faite pour être mère et d'ailleurs, selon Mary, eh bien, sa maman l'avait vendue à des hommes quand elle avait seulement 4 ans. Donc sans doute pour des faveurs sexuelles, donc c'est vraiment horrible. Mais bon, il faut quand même savoir que le reste de la famille dément cette accusation en particulier. Je vous l'ai dit, mais disons qu'on n'est pas sûr à 100%. Aussi, il faut savoir que Mary a vécu un très gros traumatisme au début de sa vie. En fait, quand elle avait 5 ans, elle jouait dehors avec sa meilleure amie de l'époque. Et là, elle a vu sa meilleure amie se faire renverser par un bus et mourir comme ça devant elle. Après ça, évidemment, ça a créé une sorte de traumatisme chez Mary et elle s'est renfermée totalement sur elle-même. Mais en fait, en grandissant, Mary est devenue
assez colérique, elle restait toujours dans son coin, mais elle avait des grosses crises de colère et puis elle était aussi un peu manipulatrice. En fait, elle était devenue comme un peu méchante. Évidemment, c'est une enfant, elle n'était pas méchante sans raison, elle était devenue comme ça parce qu'évidemment, la vie avait été très compliquée pour elle jusque-là. Bon, sinon, plongeons-nous maintenant dans le mois de mai 1968. À ce moment-là, Marie avait encore 10 ans, même si nous étions le mois de son anniversaire. Elle était toujours trimballée entre chez sa maman et chez sa tante et n'avait toujours pas un mode de vie stable. Mais voilà, c'est à partir de ce moment-là que Marie va commencer à devenir violente et que les premiers signes vraiment alarmants vont arriver. Tout d'abord, le 11 mai 1968, Marie était partie jouer dehors et s'était retrouvée avec un tout petit garçon de seulement 3 ans. Le problème, c'est que pendant qu'il jouait, le petit garçon était tombé du haut d'un abri aérien. Le petit garçon a évidemment été soigné, mais ses parents ont eu très peur. Mais tout le monde a cru à un accident parce qu'évidemment, qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Mais voilà, le lendemain, Marie va encore se retrouver dans une situation étrange. En fait, les mamans de 3 jeunes filles avaient été voir la police pour qu'ils puissent convoquer Marie et sa maman parce que Marie avait tenté d'étouffer les 3 filles. Un entretien avait donc eu lieu entre la police, Marie et les mamans. Et après avoir engueulé Marie, les policiers ont comme laissé tomber l'affaire et plus grand monde en ont parlé. Mais voilà, encore quelques jours plus tard, le 25 mai, donc la veille de ses 11 ans, Marie va cette fois-ci aller beaucoup trop loin. Ce jour-là, Marie jouait dans les rues de Scotswood, un des quartiers de Newcastle. Elle avait alors amené un jeune garçon de 4 ans qui s'appelait Martin Brown dans une vieille maison abandonnée du quartier. Et dans une folie meurtrière, à l'abri de tous les regards, Marie avait étouffé ce jeune garçon jusqu'à la mort. Après ça, elle était ressortie de la maison et elle avait été voir une amie à elle qui s'appelle Norma Bell. Alors je précise que même si les 2 jeunes filles ont le même nom de famille, elles n'ont aucun lien de parenté. Marie a alors commencé à jouer avec Norma et puis elle l'a attirée elle aussi vers la maison abandonnée et c'est là qu'elle a fait mine de trouver le corps du petit Martin Brown. C'est donc comme ça que les 2 jeunes filles s'étaient alors précipitées voir leur famille qui avait ensuite appelé la police. Les enquêteurs étaient alors arrivés sur les lieux, ils avaient observé le corps du petit garçon mais ils n'avaient trouvé sur lui aucun signe apparent de violence. Par contre, à côté de son corps, sur le sol, il y avait une boîte totalement vide d'antidouleur. Et là, les policiers, sans même faire des tests, ils se sont dit que sans doute le petit avait tout ingurgité et qu'il avait fait une sorte d'overdose, ce qui faisait qu'il était mort. Là, c'est assez dingue parce que Marie, qui a étouffé ce petit garçon, a pensé à mettre une boîte de médicaments à côté pour faire croire à une overdose. Et ça rappelle quand même le fait qu'elle, petite, avait elle-même fait une overdose parce que sa maman lui avait donné toute une boîte de médicaments. En tout cas, quelques jours après la mort de Martin, Marie avait été sonnée à la porte des parents de Martin et avait demandé à sa maman si elle pouvait le voir. La maman lui avait alors expliqué avec peine que Martin était mort, mais Marie lui a répondu qu'elle le savait, mais qu'elle voulait quand même voir son corps dans le cercueil. La maman de Martin a comme senti que Marie venait pour se moquer, pour les narguer, donc elle s'est fâchée et elle lui a fermé la porte au nez. Peu de temps après, Marie et son amie Norma Bell sont entrées par effraction dans une école maternelle. Ils l'ont vandalisée et ont écrit partout qu'elles étaient les tueuses de Martin Brown et elles promettaient de tuer à nouveau. Donc là, on ne sait pas vraiment comment se positionnait Norma par rapport à ça. Est-ce que pour elle, c'était une sorte de jeu macabre? Est-ce qu'elle croyait réellement que son amie était bel et bien l'assassin de ce petit garçon? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça faisait d'elle une complice. Lorsque la police est arrivée à l'école maternelle, elle a supposé que les notes étaient en fait une sorte de blague morbide faite par des enfants qui avaient vandalisé l'école. Par la suite, l'école avait installé une alarme, comme ça, si des gens revenaient, l'alarme sonnerait. Et quelques jours plus tard, les 2 filles, donc Norma et Marie, sont retournées à l'école. Elles ont voulu revandaliser les lieux, sauf que cette fois-ci, l'alarme a sonné, les policiers sont arrivés. Sauf qu'à ce moment-là, Norma et Marie avaient eu le temps de sortir de l'école. Elles ont quand même été emmenées par la police. On leur a un petit peu crié dessus, mais rien de plus, parce que comme elles avaient été trouvées devant l'école, on n'avait pas vraiment de preuves concrètes qui montraient que c'était bien elles les vandales. Mis à part ça, Marie avait l'air très fière d'avoir tué le petit Martin et s'en vantait d'ailleurs partout. À l'école, elle disait à tout le monde que c'était elle l'assassin, mais évidemment personne ne la croyait parce que Marie était du genre à beaucoup mentir, toujours se la raconter, essayer d'être au centre de l'attention. Donc
Personne se disait qu'elle avait réellement tué ce petit garçon. Mais malheureusement, 2 mois plus tard, un nouveau meurtre va avoir lieu. Nous sommes maintenant le 31 juillet. C'est les vacances d'été et Marie et son amie sont dehors et jouent avec un petit garçon du nom de Brian Howie, âgé de seulement 3 ans. C'est ce jour-là que Marie va de nouveau être frappée par sa folie meurtrière. Cette fois-ci, c'est avec l'aide de son amie Norma qu'elle va décider d'étouffer ce petit garçon de 3 ans. Évidemment, ce ne sera pas long avant qu'il décède. Par contre, cette fois-ci, Marie n'a pas voulu s'arrêter là. Elle va prendre une paire de ciseaux et va mutiler le torse du garçon ainsi que ses parties génitales. Après ça, elles vont cacher le corps sous des sortes de grosses plaques de béton, comme s'il y avait eu des travaux, je sais pas trop. En tout cas, il y avait des grosses plaques de béton dans la ville et elles ont caché le corps en dessous. Et puis après, elles sont rentrées chez elles comme si de rien n'était. Un peu plus tard dans la journée, elles vont voir que la grande sœur de Brian était justement en train de le rechercher. Et là, Marie et Norma vont venir la voir et vont lui proposer leur aide. Elles ont fouillé tout le quartier et Marie a même souligné le fait que Brian pouvait se trouver sous une plaque de béton, mais Norma avait alors renchéri que ce n'était pas possible et donc la sœur de Brian n'avait pas forcément cherché là-bas. Mais ce ne fut pas long avant que le corps de Brian soit finalement retrouvé et évidemment ça a été un choc pour tout le monde. 2 enfants étaient maintenant morts dans ce même quartier en très peu de temps et la police a commencé à vouloir regarder de plus près à ces 2 affaires. Le corps du petit Brian sera alors envoyé chez un médecin légiste et le médecin légiste va remarquer qu'il y avait un M de gravé sur le corps du garçon. Donc un M comme Marie. De plus, on va remarquer que le petit garçon avait des coups un peu partout, des griffes un peu partout, comme si on avait essayé de le mutiler. Sauf que il n'y avait pas beaucoup de force, on aurait dit que c'était un enfant qui avait fait ça. Et là, les policiers vont dire, mais oui, peut-être que c'est un enfant qui a fait ça. Les policiers se sont alors mis à interroger tout le quartier, autant les parents que les enfants, et évidemment Marie et Norma qui en plus ne s'étaient pas cachées pour dire qu'elles avaient justement passé l'après-midi avec Brian le jour de son meurtre. Les policiers vont justement avoir rapidement des doutes sur les 2 filles parce qu'ils voyaient bien qu'elles avaient beaucoup de mal à cacher le fait qu'elles étaient très intéressées par l'enquête. De plus, pendant les interrogatoires, Norma était comme très agitée et pour ce qui était de Marie, elle était très évasive. Aussi, le jour de l'enterrement de Brian, Marie a été aperçue en train de se cacher devant la maison de la famille de Brian et puis pendant l'enterrement, elle a même été vue en train de rire devant le cercueil. Après que des témoins en ont informé les policiers, Marie a été rappelée pour un nouvel interrogatoire. À ce nouvel interrogatoire, Marie va changer un petit peu de technique et elle va dire que le jour du meurtre, elle avait vu un petit garçon âgé de plus ou moins 8 ans s'en prendre à Brian. Il le frappait. Et d'ailleurs, elle dira que ce petit garçon avait dans les mains des vieux ciseaux rouillés. Et vous allez voir qu'en disant ça, Marie venait de prouver aux enquêteurs qu'elle était l'assassin. En fait, la police n'avait jamais informé personne que le corps de Brian avait été mutilé avec des ciseaux. Les seules personnes au courant de ce détail étaient donc la police et le meurtrier de Brian. Les enquêteurs n'ont alors rien dit ce jour-là à l'entretien de Marie, mais elle fut rappelée quelques jours plus tard avec son amie Norma. Les enquêteurs vont alors vraiment leur mettre la pression et finalement les 2 jeunes filles vont s'effondrer en interrogatoire. Norma a été la plus coopérative et elle a tout expliqué aux policiers. Marie, de son côté, dira qu'elle était bel et bien là au moment du meurtre de Brian Howie, mais qu'elle n'a rien fait, qu'elle était spectatrice et que la meurtrière c'était Norma. Les 2 filles seront alors inculpées et une date de procès sera fixée. Le procès s'ouvrira alors en décembre 1968, donc très rapidement après les faits. À ce moment-là, on se rendait bel et bien compte que la coupable était vraiment Marie et que Norma avait comme été entraînée dans cette histoire. De plus, on avait rapidement fait le lien entre le meurtre de Brian Howie et celui de Martin Brown. D'ailleurs, Norma avait expliqué à la police que Marie se revendiquait comme sa meurtrière. Lors du procès, la culpabilité de Marie n'était plus vraiment à prouver, mais il fallait maintenant essayer de comprendre qui elle était et quelles étaient ses raisons. Le procureur a alors dit devant tout le monde que la seule raison pour laquelle Marie avait tué ses enfants
était uniquement pour le plaisir et l'excitation de tuer. Par contre, les psychiatres présents au procès vont convaincre le jury que Marie présentait de très gros symptômes de psychopathie. Donc avec ces symptômes, si elle était vraiment reconnue comme étant psychopathe, elle n'était pas totalement responsable de ses actes parce que sa maladie, son trouble, faisait qu'elle ne savait pas ce qu'était le bien et ce qu'était le mal. Suite à ça, Marie fut reconnue coupable d'homicide involontaire. Le juge conclura tout de même le procès en disant que Marie était une personne dangereuse et une menace sérieuse pour les autres enfants. Elle fut alors condamnée à être emprisonnée au gré de Sa Majesté. Ça voulait donc dire que c'était une durée indéterminée, il n'y avait rien qui disait quand est-ce qu'elle pourrait sortir. Norma, de son côté, a été considérée comme une complice involontaire, tombée sous une mauvaise influence et elle a été acquittée. Marie a alors été emmenée dans un établissement pour jeunes délinquants à l'unité sécurisée Red Bank dans la ville de Newton-le-Willows. Elle est malgré tout restée au centre de l'attention publique même après son emprisonnement. Sa maman, Betty, a d'ailleurs encore plus essayé d'attirer l'attention en vendant les histoires de sa fille et quelques notes qui, selon elle, avaient été écrites par sa fille. Donc en gros, elle faisait des meurtres de son enfant un véritable business. En 1976, lorsque Marie a eu 19 ans, elle a été transférée dans une prison pour adultes qui s'appelle Moor Court. Un an plus tard, elle a tenté de s'enfuir de cette prison, mais elle a été rattrapée et évidemment, elle a de nouveau refait les titres de tous les journaux. En 1980, Marie-Belle a enfin été libérée de prison après y être restée 12 ans, de ses 11 ans jusqu'à ses 23 ans. À sa sortie de prison, Marie a obtenu l'anonymat total. Le pays lui a fourni une toute nouvelle identité pour qu'elle puisse recommencer sa vie dans les meilleures conditions possibles. Malheureusement pour elle, les journalistes l'ont retrouvée à plusieurs reprises et elle a dû déménager et changer d'identité plusieurs fois. Et puis, en 1984, Marie a donné naissance à sa petite fille. Et ce qui est fou, c'est que sa fille est née le 25 mai 1984 et il y a quelques années, c'était justement un 25 mai que sa maman, Marie, commettait son premier crime. Malheureusement, en 1998, lorsque la fille de Marie avait 14 ans, les journalistes les ont retrouvés et ont divulgué leur adresse et leur identité. Toute la famille a alors dû encore une fois déménager, se cacher et rechanger d'identité. Marie s'est ensuite battue pour que le droit à l'anonymat de sa fille ne s'arrête pas à ses 18 ans mais puisse continuer toute sa vie. Elle voulait vraiment que sa fille ne soit pas contrainte à vivre avec l'horrible histoire de sa mère. Marie a heureusement remporté le procès, sa fille pourra rester anonyme toute sa vie et personnellement je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Par contre, évidemment, on peut se mettre à la place de la famille des victimes qui, elle, est en colère. D'ailleurs, June Richardson, la maman de Martin Brown, a déclaré aux journalistes « Tout tourne autour d'elle et de la façon dont elle doit être protégée. En tant que victime, nous n'avons pas les mêmes droits que les tueurs. » Bien sûr, ils n'ont pas tort non plus, c'est sûr que eux aussi ont le droit d'être soutenus. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!